Un restaurant bondé, une paire d'hommes désespérés et un unique moment qui aurait dû la briser. Mais pour une serveuse, la terreur n'était qu'un mardi comme les autres. Ce que les braqueurs armés n'ont pas vu, c'est l'acier dans sa colonne vertébrale. Ce que les autres clients n'ont pas vu, c'est le secret qu'elle protégeait. Mais un homme a tout vu, un milliardaire reclus avec une réputation d'être impitoyable. Il a été témoin de son calme extraordinaire. Et ce qu'il a choisi de faire ensuite n'était pas seulement un acte de gentillesse. C'était un test et une offre, et le début d'une histoire si incroyable qu'elle allait captiver le monde entier. Restez avec nous pour découvrir la vérité derrière le gros titre viral. La cloche au-dessus de la porte du restaurant de coin est carillonnée un mensonge joyeux. Dehors, la ville de Boston rugissait une symphonie de pneus qui crissent, de sirènes lointaines et du murmure impatient d'un million de vies qui se percutent. À l'intérieur, cependant, le restaurant était une oasis de nostalgie fabriquée. L'odeur de café rassis, de bacon frit et de sucre flottait lourdement dans l'air. Les banquettes en vinyle rouge craquelé et brillant sous les lumières fluorescentes offraient un sanctuaire à une équipe hétéroclite de clients. Dans la banquette la plus éloignée, presque avalée par les ombres, était assis Alistair Finch. Pour l'observateur occasionnel, il n'était qu'un homme de plus dans un costume gris anthracite bien taillé mais délibérément discret. Ses cheveux poivre et sel étaient parfaitement coiffés. Son visage, un masque de neutralité détaché. Personne n'aurait deviné que la montre Patek Philippe à son poignet valait plus que le bâtiment entier du restaurant, inclus. Alistair Finch ne possédait pas seulement des bâtiments. Il possédait des horizons. Finch Enterprises était un titan du capital investissement et du développement immobilier, un empire moderne bâti sur la capacité étrange d'Alistair à voir de la valeur là où les autres n'en voyaient pas, et sur son impitoyabilité légendaire pour l'acquérir. Il détestait ses déjeuners. Il venait à ce restaurant une fois par mois, un rituel étrange qu'il avait commencé après le décès de sa femme Isabella. Elle avait adoré des endroits comme celui-ci, des endroits avec du caractère, comme elle les appelait. Pour Alistair, ils n'étaient que des entreprises inefficaces avec une hygiène douteuse. Mais il était assis là, fixant une assiette d'œufs figés, sentant le vide rongeant qu'aucune quantité de succès ne pouvait combler. Il s'ennuyait. Il s'ennuyait des sycophantes qui géraient ses milliards, de la flatterie prévisible, du monde stérile et climatisé qu'il s'était construit. Il a balayé le restaurant du regard, son regard passant sur les clients avec l'évaluation froide d'un prédateur. Un étudiant penché sur un manuel, un couple qui se disputait à voix basse, un chauffeur de camion dévorant un hamburger. Tous prévisibles, tous ennuyeux. Ses yeux se sont posés sur la serveuse. Son nom était Maya Rodriguez et son monde était à des années-lumière de celui d'Alistair. Son uniforme, une robe bleu pâle avec un tablier blanc, était impeccablement propre, mais effiloché aux coutures, un témoignage d'innombrables lavages. Elle se déplaçait avec une économie de mouvement qui témoignait de longues heures et de pieds endoloris. Il y avait de légères taches de lavande d'épuisement sous ses yeux, mais son expression était d'une concentration inébranlable. Elle remplissait une tasse de café ici, griffonnait une commande là, son esprit, un tourbillon de calcul. Le toast de Madame Gable doit être extra croustillant. L'homme de la banquette 3 est allergique aux oignons. Il me reste 47 minutes avant la fin de mon service. Je dois aller chercher l'ordonnance d'Ava. Le loyer est dû vendredi. La transmission de la voiture refait ce bruit. Ava, sa sœur de 9 ans, était le soleil autour duquel l'univers de Maya tournait. Un soleil qui était tragiquement menacé de s'éteindre. La fibrose kystique. Le diagnostic avait été une boule de démolition pour leur vie il y a 2 ans, forçant Maya à abandonner son programme d'infirmière à seulement un semestre de l'obtention de son diplôme. Chaque dollar qu'elle gagnait, chaque service supplémentaire qu'elle prenait, allait aux factures médicales qui s'accumulaient, aux traitements spécialisés, à l'espoir qu'elle pourrait acheter à Ava juste un peu plus de temps, un peu plus d'air dans ses poumons en difficulté. C'est pourquoi elle était ici, équilibrant des assiettes et souriant à des étrangers, alors qu'elle aurait dû être dans un hôpital, portant des blues et sauvant des vies. L'ironie, il était une pilule amère qu'elle avalait chaque jour. Alistair l'observait, intrigué par une lueur de quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Ce n'était pas seulement de l'efficacité. C'était une sorte de dignité tranquille, une grâce sous la pression d'un travail ingrat, une grâce sous la mort.
Elle n'offrait pas l'enthousiasme faux et pétillant des autres serveurs. Son sourire, quand il apparaissait, était petit et authentique, réservé à la vieille femme de la banquette 2 ou au petit garçon qui avait laissé tomber sa fourchette. Il la vit calmer doucement le couple qui se disputait, sa voix basse et stable, sa présence, une petite poche de paix dans leur tumulte privé. Il était sur le point d'y renoncer, de retourner à ses œufs froids et à ses pensées plus froides quand la cloche de la porte a de nouveau carillonné. Cette fois, ce n'était pas joyeux, c'était violent. Deux hommes ont fait irruption. Ils n'étaient pas grands ou imposants, mais ils se déplaçaient avec l'énergie frénétique et saccadée d'animaux acculés. L'un portait un masque de ski noir, l'autre, un sweat à capuche gris taché, tiré bas sur son visage. Celui qui portait le masque tenait un petit pistolet noir, et il l'agitait d'une main qui tremblait visiblement. Personne ne bouge. Sa voix était un aboiement brut et paniqué. Videz la caisse maintenant! Le restaurant s'est figé. La symphonie réconfortante de couverts qui s'entrechoquent et de conversations calmes s'est brisée en un silence terrifiant, ponctué seulement par une forte inspiration d'une femme. L'étudiant a laissé tomber son manuel. Les mains du chauffeur de camion se sont levées lentement. Une peur épaisse et acide a inondé la pièce. Le deuxième homme, celui en sweat à capuche, a sauté par-dessus le comptoir, ses mouvements maladroits. Il a poussé le propriétaire du restaurant, un homme corpulent et chauve nommé Sal, contre la machine à milkshake. L'argent, tout. Maya était en route vers la cuisine avec une pile d'assiettes sales. Elle était piégée dans la salle à manger principale, à mi-chemin entre le comptoir et les banquettes. L'homme avec le pistolet était à moins de 3 mètres d'elle. Ses yeux, grands et sauvages derrière le masque, ont balayé la pièce, se fixant finalement sur elle. « Toi au sol maintenant !» Il a crié, le pistolet vacillant dans sa direction. Le corps d'Alistair Finch s'est tendu, son esprit, habitué à évaluer les risques et à planifier 3 coups à l'avance, est passé en sur-régime. 2 agresseurs, une arme à feu, probablement un 9 mm, amateur. Main tremblante. La motivation principale est l'argent, pas la violence. Forte probabilité d'un coup de feu perdu à cause de la panique. Il a glissé subtilement sa main vers son téléphone, prêt à activer l'alerte d'urgence silencieuse câblée à sa société de sécurité privée. Mais il s'est arrêté. Il a regardé Maya. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle ne s'est pas laissée tomber au sol. Lentement, délibérément, elle a posé la pile d'assiettes sur la table vide la plus proche. Le tintement de la céramique sur le formica était anormalement fort dans la pièce silencieuse. Puis, elle a levé ses mains, paumes ouvertes, dans un geste de non-agression. « D'accord », a-t-elle dit. Sa voix était calme, mais elle portait. C'était de la même voix calme et stable qu'elle avait utilisée avec le couple qui se disputait. « C'est bon. Tout le monde, restez calme. Il est en train de prendre l'argent. » Ses yeux ont rencontré ceux du braqueur. Elle ne le défiait pas. Elle communiquait, désamorçant. Son regard n'était pas celui de la peur, mais d'une évaluation presque clinique mélangée à une sorte d'empathie étrange. Elle semblait voir non pas un monstre, mais un homme terrifié faisant une terrible erreur. Une vieille femme dans une banquette voisine a commencé à sangloter, son corps frêle tremblant. La tête du braqueur s'est tournée vers le son, sa panique s'intensifiant. « Taisez-vous! Faites la terre, ou je jure que je... »« Maman! Maya! » a-t-elle dit, sa voix coupant sa panique sans élever son volume. Elle n'a jamais quitté le braqueur des yeux, mais elle a dirigé ses mots vers la femme. « Brenda, regardez-moi. C'est Maya. Respirez juste. » De grandes respirations. Ça va être fini dans 1 minute. Respirez juste avec moi. C'était un acte de courage impossible. Elle gérait toute la pièce. Elle gérait le voleur. Au comptoir, l'homme en sweat à capuche avait fourré un sac en toile avec de l'argent et le tirait pour le libérer. « Allons-y, allons-y », a-t-il sifflé. Le braqueur a reculé vers la porte, son arme balayant toujours les clients terrifiés. Ses yeux ont rencontré ceux de Maya une dernière fois. Pendant une fraction de seconde, quelque chose a vacillé à travers eux. La confusion, peut-être même un peu de honte, avant qu'il ne se retourne et ne s'enfuit avec son partenaire dans le chaos de la ville. Le restaurant a éclaté. Les sanglots se sont transformés en gémissements. Les gens se sont précipités pour verrouiller la porte. Sal, le propriétaire, s'est effondré sur un tabouret,
respirant lourdement. L'air crépitait d'adrénaline et de soulagement. Et à travers tout cela, Maya bougeait. Elle est allée d'abord vers Brenda, s'agenouillant près de sa banquette, parlant d'une voix douce et rassurante. Elle lui a apporté un verre d'eau. Elle a pris des nouvelles de l'étudiant, du couple qui se disputait, de tout le monde. Elle était un fort de calme après la tempête. Alistair Finch était assis dans sa banquette sombre, sa main n'étant plus près de son téléphone. Il n'avait pas bougé d'un muscle. Il avait regardé l'événement se dérouler, non pas comme une victime potentielle, mais comme un spectateur de la performance la plus captivante qu'il ait jamais vue. Il avait vu des PDG s'effondrer sous moins de pression lors d'une prise de contrôle hostile. Il avait vu des politiciens bégayer et transpirer avec une seule question difficile. Pourtant, cette serveuse gagnant le salaire minimum avait fait face à un pistolet avec plus de sang-froid et de grâce tactique que n'importe lequel d'entre eux. Elle n'avait pas été courageuse de la manière imprudente d'un héros de film. Elle avait été intelligente. Elle avait contrôlé la température émotionnelle de la pièce, empêchant la panique de faire basculer les voleurs dans la violence. C'était une démonstration étonnante de ce qu'il appréciait le plus. La grâce sous le feu. Le vrai crime. La police est arrivée, leur sirène, une annonce tardive de la sécurité. Les déclarations ont été prises. Le chaos a lentement cédé la place à un bourdonnement procédural las. Maya, son visage maintenant pâle, et les taches de lavande sous ses yeux plus prononcées, a finalement repris ses fonctions. Elle a apporté l'addition à la table d'Alistair. Sa main tremblait légèrement, maintenant la réaction qu'elle avait tenue à distance, s'infiltrant finalement. « Je suis tellement désolé pour ça, monsieur », a-t-elle dit, sa voix un peu rauque. « Votre repas est offert par la maison, bien sûr. » Alistair l'a vraiment regardé pour la première fois. Il a vu l'uniforme effiloché, l'épuisement, et le noyau d'acier inébranlable sous tout cela. Il a pris l'addition. Sur le petit bout de papier, il n'a rien écrit. Au lieu de cela, il a mis la main dans son portefeuille et a sorti une liasse de billets de 100 $. Il en a compté 20, 2000 $. Il a glissé sa carte de visite, un rectangle blanc austère avec seulement son nom et un numéro privé, sous le billet du dessus. Il a placé l'argent sur la table et s'est levé. « Ce n'était pas de l'intrépidité », a-t-il dit, sa voix basse et rauque. C'était de la gestion. Très impressionnant. Avant qu'une Maya stupéfaite ne puisse répondre, il s'est retourné et est sorti du restaurant, laissant derrière lui une pile d'argent qui pourrait résoudre ses problèmes immédiats et une petite carte blanche qui détenait le pouvoir de briser son monde encore une fois ou de le reconstruire à partir de zéro. Le gémissement strident des sirènes de police a disparu en arrière-plan, remplacé par le bourdonnement bas de chuchotements choqués et le cliquetis des mains de Maya alors qu'elle débarrassait mécaniquement les tables. Son esprit, cependant, était toujours figé sur la banquette dans le coin le plus éloigné. 2000 $. La pile de billets de 100 $ croustillants était assise sur la table comme un mirage. À côté, la carte de visite semblait brûler d'une intensité tranquille. Alistair Finch, Finch Enterprises, un numéro de téléphone privé. Son premier instinct a été une vague de soulagement si puissante qu'elle a presque fait flancher ses genoux. 2000 $, c'était plus qu'un pourboire, c'était une bouée de sauvetage. C'était la prochaine série de médicaments coûteux d'Ava. C'était le copaiement du spécialiste qu'elle redoutait. C'était un mois de loyer. C'était une seule bouffée d'air glorieuse dans une vie qui ressemblait à un état de noyade constant. Sa collègue, une jeune femme perpétuellement stressée nommée Beth, a regardé l'argent bouche bée. « Maya, qui était ce gars? Il vient de te laisser 2000 $? Je n'en ai aucune idée, a balbutié Maya, ramassant l'argent et la carte, ses mains tremblantes. Elle l'a fourré profondément dans la poche de son tablier, le froissement des billets, un réconfort secret contre sa hanche. Le reste du service a été un flou. Elle a fait sa déclaration à un détective à l'air fatigué, sa voix toujours stable alors qu'elle racontait des événements. Elle a remarqué des détails que d'autres avaient manqués. La légère boiterie de l'homme en sweat à capuche, le nom de Mark Titan sur la semelle de sa basket usée, un détail qu'elle avait vu alors qu'il sautait par-dessus le comptoir. Elle a tout rapporté avec la clarté dépassionnée d'un observateur entraîné, un vestige de ses jours d'école d'infirmière. Quand elle a finalement pointé,
Les lumières de la ville semblaient différentes. Le sentiment habituel de poids pressant a été remplacé par un espoir fragile et hésitant. De retour dans son petit appartement au deuxième étage, l'air épais de l'odeur d'antiseptique et du doux bourdonnement du nébuliseur d'Eva. La réalité de la journée s'est écroulée. Ava était endormie dans son lit, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant dans un rythme que Maya surveillait avec un soin obsessionnel. Une copie usée du Petit Prince était ouverte sur sa table de chevet. En regardant le visage paisible de sa sœur, la peur que Maya avait si habilement réprimée dans le restaurant est finalement grimpée dans sa gorge. Ses mains tremblaient alors qu'elle comptait à nouveau l'argent sur sa minuscule table de cuisine, comme si elle s'attendait à ce qu'il ait disparu. C'était réel, mais la carte l'était aussi. Alistair Finch. Le nom semblait vaguement familier, comme un gros être qu'elle aurait pu apercevoir. Elle a sorti son ordinateur portable abîmé et a tapé le nom dans la barre de recherche. Les résultats étaient stupéfiants. Des photos d'un homme au visage sévère devant des tours de verre qui s'élevaient, des articles de Forbes, du Wall Street Journal, du Financial Times. Le Midas de Manhattan l'appelait un gros titre. Le pillard d'entreprise au marteau de velours, disait un autre. C'était un titan, un prédateur, un reclus connu pour son efficacité brutale et un portefeuille valant des dizaines de milliards. C'était l'homme de la banquette de coin. Pourquoi? Pourquoi un homme comme ça lui donnerait-il 2 000 $ et, plus important encore, pourquoi la carte? Ce n'était pas de la charité. Les hommes comme Alistair Finch ne faisaient pas de charité. Ils faisaient des investissements. Chaque action avait un retour calculé. L'argent ressemblait à un appât. La carte ressemblait à l'hameçon. Pendant 3 jours, la carte est restée sur son comptoir de cuisine, un défi blanc austère. Elle a payé l'ordonnance d'Ava, payé le loyer une semaine à l'avance et a même acheté un nouveau purificateur d'air haut de gamme pour la chambre de sa sœur. L'argent était un baume, mais la carte était une écharde dans son esprit. Que voulait-il? Était-ce un jeu pervers d'homme riche? S'attendait-il à autre chose? Son esprit, déjà lourd, était tourmenté par la suspicion et l'anxiété. « Tu devrais appeler », a dit Eva un après-midi, sa voix rauque à cause de son traitement. Elle avait trouvé la carte en cherchant un crayon. « Il a été gentil avec toi. Peut-être qu'il veut te donner plus d'argent. » Maya a regardé le visage plein d'espoir de sa sœur. Pour Ava, le monde était encore simple. Pour Maya, c'était un champ de mines d'intentions cachées. « Ce n'est pas si simple, ma chérie, » a-t-elle dit doucement. Mais et si ça l'était? Et si elle laissait son propre cynisme bloquer une véritable opportunité? Elle était une étudiante en soins infirmiers qui ne pouvait pas se permettre de terminer son diplôme. Elle occupait un emploi sans avenir. Qu'avait-elle à perdre? Sa fierté. La fierté ne payait pas pour la thérapie de remplacement enzymatique. Le 4e jour, avec une grande respiration qui ne faisait pas grand-chose pour calmer son cœur qui battait la chamade, elle a composé le numéro. Elle s'attendait à une secrétaire, à un menu automatisé, à un gardien. Une voix d'homme a répondu à la 2e sonnerie. « Finch !» C'était lui, la même voix basse et rauque du restaurant. Pas de salutation, juste son nom. Une déclaration. La gorge de Maya s'est asséchée. « Oh, bonjour, Monsieur Finch. Mon nom est Maya Rodriguez, du restaurant l'autre jour. » Il y a eu une pause. Elle pouvait presque le sentir l'évaluer, même au téléphone. « Je sais qui vous êtes, Maya Rodriguez. Je m'attendais à votre appel. Je commençais à penser que mon jugement était erroné. » Votre jugement? Je vous ai jugé comme étant décisive. 4 jours, ce n'est pas décisif, c'est hésitant. Maya s'est hérissée. 4 jours, c'est pratique. Je devais m'assurer du bien-être de ma famille avant de considérer une offre cryptique d'un étranger. Une autre pause, plus longue cette fois. Elle a cru entendre la trace la plus faible d'un sourire dans sa voix quand il a finalement parlé. C'est juste. Finch Enterprises, One Finch Plaza, 86e étage, demain, 9 heures. Ne soyez pas en retard. La ligne est devenue muette. Pas de seriez-vous intéressé? Pas de laissez-moi vous parler de l'opportunité. C'était une convocation. Le lendemain matin, Maya se tenait devant un monolithe de verre noir et d'acier qui semblait percer les nuages. Finch Plaza. Elle portait sa seule tenue d'entretien, une simple jupe noire et un chemisier blanc qu'elle avait passé 1 heure à repasser.
Elle se sentait lamentablement inadéquate alors que des hommes en costume sur mesure et des femmes en robe de créateur passaient devant elle à travers le hall de marbre caverneux. Au 88e étage, le monde est devenu silencieux. L'air était frais et sentait le cuir cher et légèrement le citron. Une réceptionniste avec un casque et un sourire d'une perfection déconcertante l'a dirigée vers un ensemble de portes en verre dépoli. Le bureau d'Alistair Finch était moins un bureau qu'un royaume. Un mur entier était une fenêtre du sol au plafond offrant une vue divine sur la ville en contrebas. Le mobilier était clairsemé et moderne, le bureau une seule dalle massive d'acajou poli. Alistair se tenait près de la fenêtre, lui tournant le dos, regardant le monde qu'il possédait. Mademoiselle Rodriguez, a-t-il dit sans se retourner. Ponctuel, un bon signe. Il s'est tourné pour lui faire face. Dans la lumière crue du matin, il paraissait plus vieux. Son visage était une carte routière de stress et de nuit blanche. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Elle s'est assise sur le bord d'une chaise en cuir qui valait probablement plus que sa voiture. Je ne perds pas de temps, Mademoiselle Rodriguez, alors je vais être direct. Il a commencé à s'asseoir derrière le bureau. Les 2000 $ étaient un remerciement pour le divertissement. Le divertissement, a demandé Maya, sa voix serrée. Vous voir gérer cette situation a été la chose la plus intéressante que j'ai vue de l'année. Vous n'avez pas paniqué. Vous avez évalué. Vous avez géré la menace. Vous avez géré les victimes. Vous avez contrôlé l'environnement. Vous avez une compétence rare et précieuse, la capacité de rester absolument lucide sous une contrainte extrême. Je peux m'enseigner à quelqu'un la modélisation financière. Je ne peux pas lui enseigner cela. Il s'est penché en avant, ses yeux se fixant sur les siens. J'ai un poste vacant dans mon entreprise. C'est un nouveau poste, coordinatrice des projets spéciaux, rapportant directement à moi. Maya a été stupéfaite. Coordinatrice des projets spéciaux? Monsieur Finch, avec tout le respect que je vous dois, je suis une serveuse. J'ai un diplôme d'infirmière incomplet. Je ne suis pas qualifiée pour être coordinatrice de quoi que ce soit dans un endroit comme celui-ci. Votre expérience en soins infirmiers est précisément la raison pour laquelle je suis intéressé, a-t-il riposté en croisant les doigts. Vous êtes formé pour observer les symptômes, faire des diagnostics et effectuer un triage sous pression. Les affaires ne sont pas différentes. Il s'agit d'identifier la maladie dans un accord, de trouver les pointes de pression et de savoir qui est sauvé en premier. Votre CV est le CV le plus impressionnant que j'ai vu au cours de la dernière décennie. Pas pour ce qu'il contient, mais pour ce qui n'y est pas. L'échec. Il a glissé une seule feuille de papier sur le bureau. C'était une lettre d'offre. Le salaire imprimé dessus a fait nager sa vision. C'était plus que ce qu'elle gagnait en 5 ans au restaurant. Médical, dentaire, vision complète, un ensemble d'avantages sociaux qui pourraient changer la vie d'Ava du jour au lendemain. Ceci, je ne comprends pas, a-t-elle murmuré. Votre travail sera de gérer les problèmes, a-t-il expliqué. Les problèmes sensibles, une négociation difficile avec un chef de syndicat, une manifestation communautaire sur un nouveau site de construction, un client de grande valeur sur le point de se retirer. Vous serez mes yeux et mes oreilles. Vous irez dans des situations volatiles et vous ramènerez la stabilité. Vous n'utiliserez pas de tableur ou de PowerPoint. Vous utiliserez les mêmes compétences que vous avez utilisées dans ce restaurant. L'observation, la désescalade, la gestion de l'émotion humaine. C'était insensé. C'était l'offre d'emploi la plus insensée et non conventionnelle de l'histoire. Un milliardaire embauchait une serveuse pour être sa gestionnaire de crise personnelle sur la base d'un vol de 10 minutes. Une partie d'elle a crié que c'était une erreur, un fantasme. Mais une autre partie d'elle, plus profonde, la partie qui avait affronté un braqueur, la partie qui se battait pour la vie de sa sœur chaque jour, a reconnu la vérité dans ses mots. Il la voyait. Il ne voyait pas une pauvre serveuse à prendre en pitié. Il voyait une guerrière. Il y aura une condition, a ajouté Alistair, son ton se durcissant légèrement. Loyauté absolue, discrétion absolue. Ce que vous voyez et entendez dans cette entreprise reste avec vous. Vous serez testé. Beaucoup de gens ici ne comprendront pas ma décision. Ils vous verront comme une étrangère, une intruse. Ils essaieront de vous faire échouer. Si vous échouez, vous êtes parti. Pas de seconde chance. Il s'est levé, signalant la fin de la réunion. J'ai besoin de votre réponse d'ici la fin de la journée. Maya s'est levée aussi,
la lettre d'offre serrée dans sa main. Son esprit était une tempête, c'était un monde de requins, et elle était un petit poisson, mais les requins saignaient comme n'importe qui d'autre, et elle savait comment gérer les saignements. Elle a regardé de la lettre d'offre dans sa main à la ville tentaculaire à l'extérieur de la fenêtre, une ville qui s'était toujours sentie étrangère et hostile. Pour la première fois, elle ressemblait à une possibilité. Vous n'avez pas besoin d'attendre la fin de la journée, Monsieur Finch, a-t-elle dit, sa voix retrouvant ce même ton calme et stable du restaurant. J'accepte. Alistair Finch s'est permis le plus petit des sourires. Bien, votre premier test commence lundi. Le premier jour de Maya chez Finch Enterprises était comme être lâché dans un pays étranger sans carte. Le 88e étage était un royaume silencieux et éthéré d'ambition tranquille. L'air lui-même semblait bourdonner de l'échange silencieux et frénétique de millions de dollars. Son propre bureau, elle avait un bureau, était un cube aux parois de verre près d'Alistair, une déclaration claire de sa nouvelle proximité avec le pouvoir. C'était aussi un aquarium. Elle a senti les yeux sur elle immédiatement. Ils étaient curieux, dédaigneux et ouvertement hostiles. Des chuchotements la suivaient dans la machine à café. C'est elle, la serveuse. J'ai entendu dire que Finch l'avait embauchée sur un coup de tête. Mon cousin a un MBA de Wharton et n'a même pas pu avoir d'entretien. Son principal tourmenteur s'est matérialisé le deuxième jour. Son nom était Preston Cole. Grand, impeccablement habillé dans un costume qui coûtait probablement plus cher que sa première voiture, et armé d'un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux bleus froids, Preston était le garçon en or du département des acquisitions. Il était un héritier de l'Ivy League, un maître du jeu d'entreprise, et il voyait Maya comme une insulte à tout ce pourquoi il avait travaillé. Maya, c'est bien ça, a-t-il dit, s'appuyant contre le cadre de sa porte, ne prenant pas la peine de demander la permission d'entrer. Preston Cole, je dirige la division M&A. Je voulais juste te souhaiter la bienvenue dans l'équipe. Le mot équipe était imprégné de sarcasme. Merci, Preston, a dit Maya, son ton égal. Elle ne s'est pas levée, le forçant à continuer de lui parler de haut. C'était un petit jeu de pouvoir subtil qu'elle avait appris en traitant avec des clients difficiles. Je dois dire, a-t-il continué, regardant autour de son bureau spartiate, nous sommes tous fascinés par ton histoire d'embauche non conventionnelle. Alistair nous tient certainement en haleine. Vous étiez une professionnelle des services alimentaires. J'étais une serveuse, a dit Maya, rencontrant directement son regard. Je suis aussi une apprenante très rapide. Preston a ri d'un rire sec et dénué d'humour. Eh bien, si jamais tu as besoin d'aide pour comprendre la différence entre l'EBITDA et un revenu non GAAP, fais-le moi savoir. Je ne voudrais pas que tu sois dépassé. Il s'est éloigné, laissant derrière lui une trace de condescendance suffisante. Maya l'a ignoré. Elle a passé la première semaine à faire exactement ce qu'Alistair lui avait dit de faire. Observer. Elle a lu chaque fichier auquel elle a eu accès, a étudié la dynamique des réunions de direction auxquelles elle était autorisée à assister, silencieuse dans un coin. Elle a observé comment les gens parlaient, ce qu'ils évitaient de dire, qui fléchissaient lorsque certains projets étaient mentionnés. Elle cartographiait le terrain humain de l'entreprise. Son premier test est arrivé à la fin de la deuxième semaine. Alistair l'a appelé dans son bureau. Il n'a pas levé les yeux de son ordinateur. Le projet de la Tour Sterling, a-t-il dit, il y a un problème. Maya avait lu le dossier. La Tour Sterling était un immense condominium de luxe de 80 étages que Finch Enterprises construisait au centre-ville. Le problème était un vieil immeuble en briques, le dernier récalcitrant sur le bloc, occupé par une douzaine de locataires à loyer plafonné, la plupart des personnes âgées. Finch leur avait offert des rachats généreux. Mais une femme, une institutrice à la retraite de 78 ans nommée Madame Dubois, refusait de partir. Elle y vivait depuis 50 ans. Preston Cole s'en était occupé et sa stratégie d'augmentation de la pression et de menaces légales n'avait fait que la rendre plus défiante, transformant cela en un léger casse-tête médiatique. L'approche de Preston échoue, a déclaré Alistair. Il voit cela comme une négociation. Il essaye de trouver son prix. Il ne comprend pas le problème. Vous allez vous en occuper maintenant. Allez là-bas, parlez-lui. Allez, résolvez-le. Vous avez 48 heures. C'était un défi direct, une destitution publique de responsabilité de son garçon en or. Lorsque Maya a quitté le bureau d'Alistair,
Elle a vu Preston à travers sa propre paroi de verre. Il était au téléphone, son visage rouge de fureur. Maya n'est pas allée au département juridique. Elle n'a pas revu les offres de rachat. Elle est allée aux archives de la ville. Elle a passé une demi-journée à fouiller, cherchant tout ce qu'elle pouvait trouver sur l'immeuble, sur Madame Dubois, puis elle est allée à une boulangerie et a acheté une petite tarte au citron. Elle est arrivée à l'immeuble cet après-midi-là. Il était petit et usé, mais les fenêtres étaient propres et qu'il y avait des jardinières de fleurs sur les appuis. Elle a frappé à la porte de l'appartement 3B. Elle a été ouverte par une petite femme aux yeux vifs et intelligents et une chevelure blanche. Elle tenait un livre dans une main, son doigt marquant sa place. Si vous êtes de Finch Enterprises, vous pouvez faire demi-tour et partir, a dit Madame Dubois, sa voix ferme. Je m'appelle Maya Rodriguez, a dit calmement Maya. Je ne suis pas là pour vous faire une autre offre. J'espérais juste pouvoir vous parler quelques minutes. J'ai apporté une tarte au citron. J'ai lu dans un vieux bulletin de quartier que vous aviez remporté le concours de pâtisserie de Saint-Jude avec votre tarte au citron en 98. Je me suis dit qu'une connaisseuse l'apprécierait. L'expression sévère de Madame Dubois a vacillé, remplacée par une lueur de surprise. Elle a regardé du visage de Maya à la tarte dans ses mains. Après un long moment, elle a soupiré et a ouvert la porte plus grand. Eh bien, ce serait dommage de gaspiller une bonne tarte. Entrez. L'appartement de Maya était rempli de livres et de souvenirs. Maya n'a pas parlé du bâtiment ou de l'argent. Elle a posé des questions sur les photos sur le mur. Elle a appris l'existence du défunt mari de Madame Dubois, un pompier. Elle a appris ses années à enseigner la littérature anglaise aux enfants des quartiers défavorisés. Elle a écouté. Finalement, Madame Dubois elle-même a soulevé le sujet. Vous savez pourquoi je ne partirai pas, n'est-ce que pas? Ce n'est pas une question d'argent, a dit doucement Maya. Bien sûr que ce n'est pas une question d'argent, s'est moquée la vieille femme. Mon mari, Robert, a posé chaque brique de cette cheminée lui-même. Notre fils a fait ses premiers pas sur ce sol. J'ai planté le rosier dans le jardin communautaire en bas le jour où il est parti à l'université. Ce n'est pas un appartement, mademoiselle Rodriguez, c'est ma vie. Cet homme, Monsieur Cole, il ne comprend pas. Il pense que tout peut être acheté et vendu. Il a proposé de déplacer la cheminée brique par brique. Pouvez-vous imaginer? Comme si c'était les pierres qui comptaient. C'est le souvenir, a murmuré Maya. Exactement. Maya s'est penchée en avant. Madame Dubois, Finch Enterprises est une machine. Elle ne va pas s'arrêter. C'est une réalité que nous ne pouvons pas changer. Mais et si nous pouvions sauver la partie qui compte, pas les briques, le souvenir? Maya est sorti un dossier de son sac. Ce n'était pas un document juridique. C'était une proposition qu'elle avait tapée elle-même. La Tour Sterling va avoir un petit parc public au rez-de-chaussée, a expliqué Maya. Un espace vert. Ma proposition est de le dédier comme le jardin mémorial Robert Dubois. Nous déplacerons votre rosier pour qu'il soit la pièce maîtresse. Nous installerons une plaque en bronze honorant son service en tant que pompier de la ville. Et nous créerons le Fonds de littératie du bois, une dotation perpétuelle gérée par Finch Enterprises qui donnera des milliers de livres aux écoles des quartiers défavorisés chaque année en votre nom, en tant qu'ancienne enseignante. Votre héritage et le sien ne seront pas dans un bâtiment qui est sur le point d'être démoli. Il sera dans un jardin vivant et dans l'esprit de centaines d'enfants pour les années à venir. Madame Dubois l'a regardé, sans voix. Des larmes ont rempli ses yeux vifs. Preston Cole avait essayé d'acheter sa maison. Maya Rodriguez lui avait offert l'immortalité. Le lendemain, Madame Dubois a signé l'accord. Lorsque Maya a présenté la solution à Alistair, avec Preston Cole convoqué à la réunion, le silence était assourdissant. Alistair a simplement hoché la tête, une lueur d'approbation dans ses yeux. Le visage de Preston était un masque de fureur froide et d'incrédulité. Il avait utilisé un marteau et avait échoué. La serveuse avait utilisé l'empathie et avait réussi. L'équilibre du pouvoir au 88e étage venait de changer. Le succès de Maya n'a fait que d'elle une cible plus grande. Preston a commencé une subtile campagne de sabotage. Des fichiers dont elle avait besoin disparaissaient. Les invitations aux réunions arrivaient en retard. Il déformait accidentellement ses mots lors des briefings de direction. Mais Maya, habituée au chaos d'un restaurant animé, était méticuleuse. Elle gardait ses propres copies. Elle confirmait chaque réunion.
Elle envoyait des courriels de résumé après chaque conversation, créant une piste de documents que Preston ne pouvait pas effacer. Elle jouait aux échecs pendant qu'il jouait aux dames. Son nouveau salaire et ses avantages sociaux avaient transformé sa vie. Ava était inscrite à un essai clinique avec un pneumologue de premier plan. Elles ont déménagé dans un appartement plus grand et plus lumineux dans un meilleur quartier. Pour la première fois depuis des années, Maya pouvait voir un avenir qui n'était pas défini par la prochaine facture médicale. Mais la pression était immense. Elle vivait dans la peur constante du seul test qu'elle échouerait, du seul problème qu'elle ne pourrait pas résoudre, ce qui la renverrait de cette tour de verre. Son prochain défi majeur était une négociation syndicale volatile dans une installation portuaire que Finch avait récemment acquise. Le chef local, un homme nommé Frank Garrison, était un dur à cuire notoirement dur, et à l'ancienne qui avait déjà mâché et recraché deux des meilleurs avocats de Finch. Alistair a envoyé Maya seule. Elle a rencontré Frank non pas dans une salle de conférence, mais dans une taverne près du quai qu'il fréquentait. L'endroit sentait la bière et le poisson frit. Frank, un homme massif avec des mains comme des blocs de béton, était assis les bras croisés, son expression hostile. Finch a envoyé une fille, a-t-il grogné. Il devient mou. Maya s'est glissée dans la banquette en face de lui. Il a envoyé une personne qui résout les problèmes, Frank. J'ai lu votre dossier. J'ai aussi lu le dossier de votre père et de votre grand-père. Votre famille a aidé à construire ce syndicat. Les yeux de Frank se sont plissés. Je sais que vous êtes inquiet que l'automatisation remplace vos hommes, a dit Maya, et vous avez raison de l'être. Elle le fera. Mais ma proposition ne consiste pas à l'arrêter. Il s'agit de prendre de l'avance. Finch Enterprises financera une installation de formation ultramoderne ici même sur le site. Nous recyclerons chacun de vos membres pour qu'ils entretiennent et gèrent les nouveaux systèmes automatisés. Leurs emplois ne seront pas éliminés. Ils seront élevés. Des compétences plus élevées, un salaire plus élevé. Votre syndicat ne se battra pas contre l'avenir. Il le dirigera. Elle a vu la même lueur dans ses yeux qu'elle avait vue chez Madame Dubois. Elle n'attaquait pas sa position. Elle honorait son héritage et sécurisait son avenir. L'accord a été conclu en une semaine. Maya devenait une légende au sein de l'entreprise. La chuchoteuse de Finch, l'appelaient certains. Elle était l'arme secrète d'Alistair. Mais à chaque victoire, le ressentiment de Preston Cole s'enquistait, se transformant en une obsession dangereuse. Il ne pouvait pas la battre au mérite. Il devrait trouver un autre moyen de la détruire. Et alors qu'il fouillait dans son passé, à la recherche de quelque chose pour la manipuler, il n'avait aucune idée qu'il déterrait un secret qui se reconnecterait à ce jour fatidique dans le restaurant. Un secret qui menacerait de brûler tout ce qu'Alistair avait construit. Preston Cole était un homme qui se noyait dans le ressentiment. Chacun des succès de Maya était une humiliation personnelle, une nouvelle couche de sel dans ses blessures. Les hochements de tête silencieux d'approbation qu'Alistair lui donnait, la façon dont d'autres corps avaient commencé à chercher son opinion, c'était tout un vol de ce qui lui appartenait de droit. C'était lui qui avait le pedigree, l'éducation, l'instinct de tueur. Elle était un cas de carité, un hasard, et il est devenu obsédé par l'idée de le prouver. S'il ne pouvait pas la prendre de vitesse au présent, il allait utiliser son passé comme une arme. Il a engagé un détective privé, un homme discret mais impitoyable nommé Costello, qui déterrait généralement des informations pour des prises de contrôle hostiles. Les instructions étaient simples. Trouver quelque chose sur Maya Rodriguez, n'importe quoi, un crime passé, une dette, un scandale, un ex-petit ami mécontent, quelque chose pour prouver qu'elle n'était pas digne du 88e étage. Pendant des semaines, Costello n'a rien trouvé. La vie de Maya était décevante de propreté. Elle travaillait dur, payait ses factures, parfois en retard avant Finch, et s'occupait de sa sœur malade. Il n'y avait pas de squelette. Preston est devenu impatient, ses interactions quotidiennes avec Maya devenant plus tendues, ses sourires plus prédateurs. « Tu travailles dur ou tu fais semblant de travailler dur ?» a-t-il lancé en passant devant son bureau. « Je me concentre juste sur mon propre travail, Preston », a-t-elle répondu sans lever les yeux, un renvoi poli qui le rendait furieux. Puis Costello a appelé. « J'ai quelque chose », a-t-il dit, sa voix glissante de satisfaction professionnelle. « Ce n'est pas sur elle directement. C'est tangentiel, mais c'est compliqué. » Costello avait tiré l'historique d'emploi complet de Maya, ses dossiers financiers, et les avait recoupés avec les rapports de police de son quartier.
Il était remonté au jour qui avait tout commencé, le vol au restaurant de coin. La police avait fait une arrestation il y a un mois. L'un des deux voleurs avait été identifié et appréhendé après avoir utilisé un billet marqué du vol dans un magasin d'alcool. Son nom était Daniel Danny Sullivan, un criminel de bas niveau avec un historique de petits vols et une récente glissade désespérée vers un crime plus grave. Et alors, a claqué Preston, elle était la victime. En quoi cela m'aide-t-il? Patience, a ronronné Costello. Je ne me suis pas arrêté à Danny Boy. J'ai tiré ses registres de visiteurs de la prison du comté. Il a eu un visiteur récurrent chaque semaine, son frère aîné. Preston a attendu, un nœud froid se serrant dans son estomac. Il ne savait pas pourquoi, mais il sentait qu'il était au bord de quelque chose de significatif. Le nom du frère est Michael Sullivan, a poursuivi Costello. C'est un analyste de niveau intermédiaire. Il travaille dans le département d'évaluation des risques pour une grande entreprise du centre-ville. Peut-être que vous en avez entendu parler. Elle s'appelle Finch Enterprises. La ligne est restée silencieuse. Preston a senti l'air quitter ses poumons. Michael Sullivan, un analyste tranquille et oubliable qui travaillait au 62e étage. Un homme dont Preston savait à peine qu'il existait. Mais son frère avait pointé une arme sur Maya Rodriguez. Mais ce n'est pas le meilleur, a dit Costello, savourant le moment. J'ai fouillé dans le journal de travail de Michael Sullivan. Devinez sous qui il travaillait depuis 6 mois. Devinez à quel projet de cadre supérieur il a été assigné. Preston n'avait pas besoin qu'il réponde. Il savait que c'était lui. Michael Sullivan était l'un des dizaines d'analystes juniors qui faisaient les calculs pour ses propositions d'acquisition. Je ne vois pas le lien, a dit Preston, sa voix un grognement bas, mais son esprit s'emballait, reliant des points dont il n'avait même pas su qu'ils étaient là. Oh, il y a un lien, a dit Costello. 6 semaines avant le vol, Michael Sullivan a été signalé par vos auditeurs internes. Une petite anomalie dans un rapport de dépenses pour l'accord de logistique de Northwood. Vous étiez le cadre superviseur sur ce projet. Le rapport vous a été transmis. Procédure standard. Vous l'avez signé, le blanchissant. 2 jours plus tard, Michael a transféré 5 000 $ à la petite amie de son frère, Danny. Ça ressemble beaucoup à un gars pour qui vous avez couvert. Un gars dont le frère a continué à voler la nouvelle employée préférée de votre patron. Ça ne fait pas bonne figure, Monsieur Cole. Pas du tout. Preston a raccroché le téléphone, sa main tremblante. Il se souvenait de l'accord de Northwood. Il se souvenait du signalement. C'était un problème mineur. Quelques milliers de dollars dans une acquisition de plusieurs millions de dollars. Il avait fait avancer l'accord dans un délai serré et n'avait pas voulu de retard ou de signaux d'alarme sur son dossier. Il avait interviewé Michael Sullivan, qui avait semblé pathétique et terrifié, bégayant à propos d'une urgence familiale. Preston avait fait un choix. Il l'avait enterré, signant le rapport pour que l'accord avance sans problème et l'avait rapidement oublié. Un petit acte d'ambition qui coupe les coins. Mais maintenant, ce petit acte avait métastasé, il le liait, aussi indirectement soit-il, à l'événement même qui avait fait entrer Maya dans l'entreprise. Si cela sortait, Alistair ne verrait pas cela comme une coïncidence. Il verrait cela comme un échec catastrophique de jugement. Un homme que Preston avait couvert avait un frère qui a commis un crime violent qui impliquait directement leur entreprise. C'était un cancer de la responsabilité. Son plan pour ruiner Maya venait de se retourner contre lui de la manière la plus spectaculaire imaginable. C'était lui qui était vulnérable. Il devait prendre de l'avance. Il devait le tourner à son avantage. Ou mieux encore, il devait l'enterrer plus profondément. Il devait s'assurer que personne d'autre ne fasse ce lien. Pendant ce temps, Maya trouvait ses marques non seulement en tant que personne qui résout les problèmes, mais en tant que leader potentiel. Alistair lui avait donné un nouveau projet très sensible, la sélection d'un partenaire potentiel à but non lucratif pour la Finch Foundation, la branche philanthropique de l'entreprise. C'était un projet qui nécessitait une analyse approfondie non pas des chiffres, mais des personnes et de leurs motivations. Le principal candidat était une fondation habile et médiatisée appelée Future Forward, dirigée par un PDG charismatique. Ils avaient une brochure brillante et de puissants soutiens. Preston les avait soutenus pendant des mois. Maya, cependant, a senti que quelque chose n'allait pas. Leur déclaration de mission était vague et leur déclaration financière, bien que techniquement légale, était opaque. Elle a décidé de faire ce qu'elle faisait le mieux, d'aller à la source.
Elle a passé une semaine à visiter les centres communautaires que Future Forward prétendait soutenir. Elle a parlé au personnel, aux bénévoles, aux gens qu'ils étaient censés aider. Elle a trouvé un modèle. Les centres étaient sous-financés. Les programmes décrits dans les brochures étaient pour la plupart inexistants. Future Forward était une coquille vide, une machine de marketing conçue pour siphonner l'argent des dons d'entreprises vers des salaires de cadres massifs et des frais administratifs. Pour confirmer ses soupçons, elle avait besoin d'accéder à des données financières internes brutes que la Fondation ne fournirait pas volontiers. Elle avait besoin d'une plongée profonde de comptabilité judiciaire. Ce type d'analyse relevait du département d'évaluation des risques, spécifiquement sous l'équipe gérée par Preston Cole. Elle a envoyé une demande formelle par les canaux appropriés demandant les analyses financières complètes et non expurgées sur Future Forward. Dans le cadre de cette diligence raisonnable, elle a également demandé les dossiers de fonds sur tous les analystes qui avaient travaillé sur la recommandation initiale positive pour la Fondation. Un mardi après-midi, un dossier électronique est arrivé dans sa boîte de réception. Il contenait l'analyse de Future Forward et les dossiers du personnel demandé. Elle a ouvert le dossier du personnel en premier, voulant comprendre l'équipe qui avait donné une critique élogieuse à cette organisation caritative douteuse. Elle a fait défiler les noms, les photos de tête et les brèves biographies. Et puis, elle s'est figée. Un visage a sauté à ses yeux. Michael Sullivan. Elle n'aurait pas reconnu son nom, mais son visage, il était remarquablement similaire à l'homme en sweat à capuche grise du restaurant. Le même menton faible, les mêmes yeux hantés. La police lui avait montré une photo de la file d'attente il y a des semaines lorsqu'ils avaient arrêté son frère. La ressemblance familiale était indéniable. Son sang s'est glacé. Elle a cliqué pour ouvrir son dossier et puis elle a vu l'autre pièce jointe, son historique de travail. Son projet majeur le plus récent, l'accord de logistique de Northwood, cadre superviseur Preston Cole. Et là, une note de l'audit interne, signalée puis effacée par Preston. Tout y était une constellation de faits qui s'est soudainement transformée en une image terrifiante. Preston, Michael Sullivan, son frère criminel, le vol. Mais qu'est-ce que ça signifiait? Était-ce juste une chaîne de coïncidences horribles ou était-ce quelque chose de plus sinistre? Preston le savait-il? Il devait avoir su. Il a supervisé l'homme, il l'a blanchi de l'inconduite financière juste avant le vol. Et puis une autre pensée plus sombre est entrée dans son esprit. Preston la détestait. Il essayait activement de la saboter. Était-ce possible? Aurait-il pu être au courant des deux frères et l'avoir utilisé d'une manière ou d'une autre? Cela semblait insensé, trop conspirateur. Mais Alistair l'avait embauché pour voir les schémas que les autres manquaient. Et c'était un schéma qui criait au danger. Elle a regardé le dossier puis la paroi de verre de son bureau vers le coin lointain et puissant de Preston Cole. Il n'était plus seulement un rival d'entreprise. Et c'était un homme avec un secret dangereux. Un secret qui a commencé avec un criminel désespéré dans un restaurant et qui s'est terminé au 88e étage. Et elle était la seule à le savoir. La découverte a frappé Maya comme un coup physique. Elle a fixé l'écran, son cœur martelant alors que les faits s'alignaient en une constellation accablante. Michael Sullivan, l'analyste de sa propre entreprise. Son frère Daniel Sullivan, l'homme du vol du restaurant. Et le cadre qui avait enterré l'inconduite financière de Michael quelques semaines seulement avant le crime, Preston Cole. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une pourriture, un secret qui a commencé avec l'ambition imprudente de Preston. Elle savait que cette connexion explosive à elle seule pourrait être écartée. Elle avait besoin de prouver un schéma de corruption. Son instinct l'a ramenée à la Fondation Future Forward, l'organisme de bienfaisance factice que Preston avait soutenu si agressivement. Pourquoi était-il si impliqué? Travaillant avec une fureur froide, elle a contourné les brochures brillantes et a fouillé dans les données de paiement brut, recoupant les fournisseurs. En quelques heures, elle l'a trouvé. Les plus gros paiements de l'organisme de bienfaisance allaient à une firme de relations publiques de boutique. Une recherche rapide des documents d'incorporation a révélé le nom de la propriétaire, Carolyn Vance, la petite amie de Preston. Il ne poussait pas seulement un organisme de bienfaisance factice, il essayait de canaliser l'argent de la Fondation dans sa propre poche. C'était la clé, une preuve indéniable de son caractère. Elle a compilé ses découvertes
et a demandé une réunion avec Alistair en mettant Preston en copie. Dans la salle de conférence, Preston lui a souri d'un air suffisant, prêt pour la grande présentation. Maya, ne t'inquiète pas. Je te soutiendrai si tu te perds. Alistair est entré, faisant taire la pièce. Commencez, a-t-il ordonné. La présentation de Maya était une exécution clinique. Elle a méthodiquement démantelé Future Forward, se terminant par la diapositive montrant l'entreprise de la petite amie de Preston comme la principale bénéficiaire. Toutes les couleurs ont fui le visage de Preston. C'est une campagne de diffamation, a-t-il balbutié. Ma vie personnelle est hors de propos. Alistair l'a fait taire avec un regard glacial. Continuez, Mal Rodriguez. Ce conflit d'intérêts, a dit Maya, sa voix stable, n'est malheureusement pas un incident isolé. Il fait partie d'un schéma de jugement plus large. Elle a cliqué sur sa diapositive finale, montrant les visages des frères Sullivan à côté de celui de Preston. Elle a exposé la chronologie, la fraude enterrée, le virement bancaire, le vol. Je ne suggère pas que M. Cole a orchestré ce crime, a-t-elle déclaré en fixant les yeux d'Alistair. J'affirme que son ambition l'a conduit à ignorer une grave violation éthique. Cette décision a entraîné un lien direct avec un crime violent à l'intérieur de cette entreprise. Une responsabilité qu'il a activement cachée tout en essayant de s'enrichir. Il est devenu le plus grand risque qu'Otao. Le silence était absolu. Alistair s'est tourné vers Preston, sa voix d'une douceur trompeuse. Preston, y a-t-il quelque chose dans cette présentation qui est factuellement inexact? Piégé et exposé, Preston a balbutié. C'est compliqué. Non, a dit Alistair, sa voix tombant à un grognement bas. C'est remarquablement simple. Prenez vos affaires. La sécurité vous escortera dehors. Votre carrière ici est terminée. Après que le cadre disgracié ait trébuché hors de la pièce, Alistair a fait face à Maya, un regard de profond respect dans ses yeux. Vous n'avez pas seulement identifié un problème. Vous avez apporté des preuves et une solution. Le poste de chef de la Finch Foundation est ouvert. Le travail est à vous. Il est temps que nous investissions dans le véritable potentiel humain. L'histoire de la chute spectaculaire de Preston Cole et de la promotion subséquente de Maya Rodriguez au poste de présidente de la Finch Foundation s'est répandue dans le monde de l'entreprise comme une traînée de poudre. Mais elle est restée une affaire interne, une histoire chuchotée dans les salles de conférences et les clubs exclusifs. Le moment viral, celui qui captiverait l'imagination du public, était encore à venir. Il est venu d'une source inattendue. Brenda, la vieille femme que Maya avait calmée pendant le vol. La petite fille de Brenda était une journaliste en herbe pour un média en ligne. En entendant l'histoire de sa grand-mère sur la serveuse incroyablement calme, la journaliste Chloé a décidé que c'était une histoire humaine douce. Elle a commencé à creuser. Elle a interviewé Sal, le propriétaire du restaurant, qui lui a parlé de l'homme mystérieux dans le coin et du pourboire de 2000 $. Intriguée, Chloé a utilisé la description de sa grand-mère et le souvenir de Sal du nom sur la carte de visite. Quelques recherches plus tard, elle regardait une photo d'Alistair Finch, le milliardaire reclus. L'histoire venait de devenir infiniment plus grande. Le média de Chloé a publié l'article. Le pourboire énorme d'un milliardaire à une serveuse héroïne après un vol traumatisant. L'article a attiré une attention modérée, une histoire réconfortante pour une journée. Mais Chloé était une bonne journaliste. Elle en était bêche satisfaite. Elle a continué à creuser. Elle s'est demandé ce qu'il était advenu de la serveuse. Grâce à une source à la mairie, elle a trouvé les documents de dédicace pour le nouveau parc à la base de la Tour Sterling, le Jardin mémorial Robert Dubois. Elle a parlé à une Madame Dubois ravie qui ne pouvait s'arrêter de chanter les louanges d'une femme brillante et empathique de Finch Enterprises qui avait rendu tout cela possible. Son nom était Maya Rodriguez. Les pièces se sont mises en place dans l'esprit de Chloé. La serveuse héroïne travaillait maintenant pour le milliardaire. Elle a appelé le bureau de presse de Finch Enterprises, s'attendant à une réponse standard, sans commentaire. Mais sa demande, mentionnant Maya Rodriguez par son nom, a été signalée et envoyée directement au 88e étage. Alistair, reconnaissant une occasion unique, a fait quelque chose qu'il ne faisait jamais. Il a autorisé une interview non pas avec lui, mais avec Maya. L'article qui en a résulté, publié une semaine plus tard sous le titre « De serveuse à vice-présidente, le milliardaire qui a embauché l'héroïne du restaurant de coin »,
a été une explosion. Il est devenu viral dans le monde entier. L'histoire était irrésistible. Elle avait tout: terreur, héroïsme, un milliardaire mystérieux, une offre d'emploi incroyable, un triomphe du caractère sur les circonstances. Maya, maintenant confiante et posée dans son nouveau rôle, a géré la tempête médiatique avec la même grâce qu'elle avait montrée dans le restaurant. Dans l'interview, elle a magistralement déplacé l'attention. L'offre de même. Finch était extraordinaire, a-t-elle déclaré. Mais il ne me récompensait pas d'avoir été une victime. Il a reconnu un ensemble de compétences. Ce que j'ai fait dans ce restaurant, la désescalade, la gestion de la peur, la communication claire sous pression, sont les mêmes compétences que j'utilise maintenant pour trouver et soutenir des leaders communautaires sous-financés pour la Fondation. Ce n'est pas un conte de fées. C'est un témoignage du fait que le talent et le potentiel sont partout. Il suffit d'être prêt à le chercher dans des endroits non conventionnels. L'histoire est devenue une inspiration. Maya Rodriguez est devenue un symbole du potentiel caché. Alistair Finch, le pilleur d'entreprise impitoyable, a été remodelé en un visionnaire qui voyait de la valeur non seulement dans les entreprises, mais dans les personnes. Depuis son nouveau bureau spacieux surplombant la ville, Maya a lancé sa première initiative en tant que présidente de la Finch Foundation. Elle s'appelait Projet Rossignol, un fonds massif de bourses et de soutien pour les étudiants issus de milieux à faible revenu qui avaient dû abandonner leur programme d'infirmière et d'autres programmes de soins de santé en raison de difficultés familiales ou financières. Sa vie était méconnaissable par rapport à quelques mois auparavant. Ava prospérait, son nouveau régime de traitement faisant des merveilles. C'était une enfant heureuse et énergique qui adorait visiter le bureau de Maya dans les nuages. Maya avait enfin la tranquillité d'esprit pour laquelle elle s'était tant battue. Elle ne sauvait plus seulement sa propre sœur. Elle avait le pouvoir et les ressources pour en sauver d'innombrables autres. Un soir, Alistair Finch est passé à son bureau. Il a regardé les planches du projet Rossignol étalées sur son bureau. Impressionnant, a-t-il dit, son habituelle rudesse adoucie. Vous ne gérez pas seulement la fondation, vous la refaites. Vous m'avez appris à chercher la maladie dans un système, a répondu Maya avec un petit sourire. Le système qui laisse des gens avec le désir et le talent de guérir les autres passer à travers les mailles du filet est malade. Je ne fais qu'un petit triage. Alistair a regardé par la fenêtre les lumières de la ville scintillant en dessous, la mer sans fin de vies humaines. Il avait passé sa vie à acquérir des choses, des bâtiments, des entreprises, de la richesse. Mais en embauchant Maya Rodriguez, il avait fait sa première et seule acquisition véritablement inestimable. Il avait trouvé quelqu'un qui pouvait non seulement gérer une crise, mais aussi construire un héritage. La serveuse du restaurant de coin n'avait pas seulement changé sa propre vie. Elle avait, en fin de compte, changé la sienne. En fin de compte, ce n'était pas seulement une histoire sur la générosité d'un milliardaire ou sur la chance d'une serveuse. C'était une histoire sur les compétences incroyables, souvent invisibles, que les gens forgent dans le creuset de l'adversité. Le calme de Maya n'était pas un super pouvoir. C'était un muscle renforcé par des années de lutte pour la vie de sa sœur. Le vrai génie d'Alistair n'était pas seulement de voir son potentiel, mais de comprendre que son expérience du monde réel était plus précieuse que n'importe quel diplôme. Cette histoire nous rappelle que la personne la plus qualifiée pour un emploi n'a peut-être pas le CV le plus soigné, et que la vraie force est souvent la plus silencieuse au milieu d'une tempête. Que pensez-vous de la décision d'embauche d'Alistair? Un coup de génie ou un pari imprudent? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez été inspiré par le parcours incroyable de Maya, veuillez cliquer sur ce bouton j'aime, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour d'autres histoires vraies et inoubliables. Merci d'avoir regardé.